Bonjour tout le monde, bienvenue sur Via Alba. Alors aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu anniversaire, ça fait 5 ans qu'on a le bateau et on a fait des critiques toutes les saisons. Et ici on va faire plutôt quelque chose de général sur les 50 propriétés du bateau. On va commencer par la poupe avec les moteurs et les trims, tout de suite. Alors, on avait eu un problème sur un autre Mary Fisher, un 695 série 1. C'était un problème de trim. Les moteurs ne remontaient pas, la commande n'était plus efficiente et c'était aléatoire, donc c'était vraiment problématique. Mais ici, on a connu de nouveau la même chose. Donc, c'est vrai qu'au niveau fiabilité, les Yamaha apparaissent parmi de bons moteurs, au niveau stabilité, frais d'entretien, etc. La seule chose que moi j'ai observé sur 2 des 3 motorisations Yamaha que j'ai eues, 2 pour ce bateau-ci, une pour le bateau précédent, c'est ce problème de trim. Alors ici aussi on l'a eu. Donc ce sont ici des V6 de 150 chevaux et le moteur tribord, donc celui-ci, parfois ne streamait plus du tout et puis ça revenait 10 minutes après, etc. Alors on a vérifié évidemment parfois en tapotant un peu sur le maillet pour relancer le truc. Ok, ça fonctionne mais pas toujours. Enfin c'est quand même pas idéal quand on est en navigation. Le concessionnaire a été très bien parce que Yamaha n'a pas fait de geste commercial et c'est le concessionnaire qui a fait un geste pour réduire la facture. C'est pas à lui de le faire. Mais bon, en attendant, voilà, il l'a fait, c'est Marina Yachting Center. Ils auront fait aussi un autre geste commercial dont je vais vous parler tout de suite à propos de la VHF. Alors, il ne s'agit pas de la VHF, je me suis trompé, désolé de cette erreur de distraction, il s'agit de la fusion. Donc, pendant l'hivernage ici, le bateau a été entreposé dans un hangar, et quand on allume la fusion maintenant, il se passe ça. Donc, on a bien le son, mais l'écran est allumé, mais il n'y a plus aucune inscription qui se fait et toutes les autres commandes de la VHF sont inopérantes. Donc, la VHF, après 5 ans, est hors service. Je vous avoue que je ne suis vraiment pas du tout satisfait pour un matériel qui n'est utilisé que les jours de présence sur le bateau, qui est toujours protégé par son petit capuchon quand je quitte le bateau et même quand j'y suis qu'elle ne sert pas, je la mets sous capuchon. Donc c'est quand même du matériel qui est censé être résistant, qui devrait durer probablement 20 ans. Voilà, ici ça ne fonctionne plus et la fusion n'a pas souhaité non plus faire de geste. Donc c'est Marina Yachting Center qui aide à la facture. De nouveau, c'est pas eux de le faire. Je les en remercie évidemment, mais voilà, je suis fort déçu par la qualité, surtout que la première fusion que j'avais, il y avait aussi eu un petit problème, il y avait un bouton qui ne fonctionnait plus bien, voilà. Donc j'espère que je vais avoir une nouvelle fusion, nouvelle génération, qui va être montée la semaine prochaine. J'espère que cette fois-ci, ce sera correct. Voilà. Alors ici, j'ai enlevé la table pour pouvoir ouvrir la soute qui est là. Parce que là, il y a quand même un truc qui est décourageant, c'est la position du réservoir pour le Webasto, donc le chauffage. Il se trouve, alors on peut descendre par l'échelle qui est là, mais voilà, il se trouve en dessous de cette plaque de bois qu'on peut soulever. Et alors on a accès à l'entrée du réservoir. Mais honnêtement, c'est décourageant de faire ça parce que bien évidemment, c'est un espace de rangement et Jeannot le vend comme tel. Donc, bien sûr, on range tout un tas de choses, des chaises additionnelles, un Karcher, des gilets de sauvetage, des bidons, voilà, une planche, une mallette à outils. Voilà, il y a plein de choses qui sont là-dedans et aller chercher. Alors, même chose pour voir, vous voyez la jauge de réservoir qui est ici. Pour aller voir cette jauge de réservoir, il faut vraiment se pencher. Donc, quelque part, c'est pas encourageant de faire fonctionner le Webasto parce qu'on sait que l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Hein. Donc, ça veut dire que, je vais refermer tout ça, ça veut dire qu'il faut
faire le plein du Webasto, ouvrir la soute, dégager tout ce qu'il y a dans la soute et tout ce qu'on a planqué dans cette soute. Donc en gros, on fait le labrador dans la soute et on va tout rejeter à l'extérieur pour vérifier le niveau du réservoir, remettre éventuellement, et puis tout remettre dans la soute. Voilà, c'est pas vraiment gai, en sachant que si on fait tourner ça, en fonction d'un usage plus ou moins fort ou faible, on va en avoir pour 36 heures d'autonomie. En hiver, ici, oui, il faudrait pratiquement le faire fonctionner toute la nuit. Donc ça veut dire que pour être sûr d'avoir une deuxième nuit avec du chauffage, il faudrait faire le plein tous les jours. Et faire cette opération-là tous les jours, c'est vraiment pas idéal. Petit conseil par rapport à ça, c'est que il y en a qui mettent du diesel d'essence, il y en a qui mettent du diesel de chauffage, le rouge. Mais en fait, lui est moins cher, mais il va plus encrasser le brûleur. Il faut savoir qu'un brûleur, c'est environ 600 €. Et puis alors, il y a la possibilité de mettre du pétrole. Je vais un peu me renseigner parce qu'apparemment, le pétrole de chauffage serait la meilleure option. Alors, tant que je suis dans le cockpit, j'en profite pour aussi signaler qu'il y a un accès qui est pas facile à trouver d'abord et puis qui est embêtant, c'est le fusible général. Donc sous le coussin ici, hop, on a, vous voyez là, ici où se trouvent mes doigts, vous avez un panneau d'accès par lequel on accède en faisant pivoter le dossier à l'arrière. On se met sur la plateforme de bain qui est là. On doit enlever les deux coussins, le grand ici d'abord pour permettre à celui-là de reculer, et ensuite on fait basculer, on va derrière, on ouvre cette trappe d'accès et là on a le disjoncteur général du bateau. Je ne comprends pas très bien pourquoi il est mis là et pourquoi il n'est pas mis à l'intérieur près des fusibles classiques. Je vais vous montrer où ils sont, mais ici par contre je trouve que si toutes les banquettes sont bien arrimées avec ici des fermetures à clips, là aussi, mais pas sur cette banquette-ci. Dans cette banquette-ci, systématiquement, et c'est quand même celle qu'on utilise le plus, systématiquement, elle avance et elle a tendance à aller de l'avant. Donc je trouve que là, il faudrait bricoler un système qui empêche la banquette de passer vers l'avant. Je vous avoue, j'ai peut-être dit ça dans une vidéo principale, hein, mais peu importe. Je vous montre où sont les plombs généraux. Voilà. J'ai des assistants bien sûr, mais ils sont ici, derrière ce panneau-là. Hop. Hop. Voilà, on les a ici. Et là, je pense qu'on aurait pu mettre à côté un boîtier qui permet... Un boîtier qui aurait permis de faire l'office de fusible général sans devoir sortir, parce que c'est toujours évidemment quand on est dans les problèmes que la météo est mauvaise aussi, hein, que c'est pas gai de sortir. Et alors, si on a une coupure de courant, il faut vérifier à ce moment-là aussi que le chargeur de batterie est bien opérationnel. Alors la troisième cabine sert souvent de rangement, la preuve. Mais alors là-bas, tout dans le fond, c'est impossible de le voir parce que là, on est carrément dans de la spéléologie. Il y a une trappe d'accès vers une zone où se trouve d'ailleurs le boiler et aussi l'indicateur de chargeur de batterie. Donc fondamentalement, on a un circuit électrique qui est divisé en 4 parties sur le bateau qui n'ont rien à voir. Une dans la troisième cabine, une dans le fond du cockpit, une sous la table à manger et une ici. Mais ça, ce sont les fusibles classiques, évidemment. Voilà, et je trouve qu'avoir tout ça tellement séparé, quand on pourrait alors avoir un tableau de fusible général qui aurait pu être installé à un endroit en centralisant un maximum de choses. Ok, on passe à la suite. Alors, tant qu'on est au niveau de l'électricité, il y a quelque chose qui se produit pour la deuxième fois, c'est en relation avec l'eau. C'est que dès que je fais fonctionner la chasse, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, vous allez voir l'intensité lumineuse. Vous voyez, il y a vraiment
oui, une séparation en tout cas au niveau du courant. Je ne sais pas, je suis pas du tout électricien, donc je sais pas comment dire ça, qui intervient et qui fait que, oui, c'est la deuxième année que ça arrive, que je demandais à un électricien de venir. C'est-à-dire que le travail qui a été fait l'année passée ne se répercute pas cette année, ou qu'il y a quelque chose dans le bateau qui fait que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est fort embêtant parce que effectivement, on se retrouve avec une situation où on n'est pas rassuré sur le fait qu'il ne va pas y avoir un court-circuit dans le bateau. Alors, autre chose aussi qui m'ennuie profondément, c'est la pompe de cale. D'abord, je reviens ici, je rallume la lumière, et si je fais fonctionner la pompe de cale, vous voyez l'intensité lumineuse qui diminue complètement. La pompe ne démarre pas. Début de saison ici, quand j'ai fait la première navigation, elle fonctionnait très bien. Et en mer, et j'ai fait le test sur eau calme dans l'avant-port aussi. Mais l'année passée, j'ai eu vraiment, à partir du mois de juillet, des problèmes récurrents avec cette pompe de cale. En navigation, elle fonctionne très bien, mais quand on est en avant-port, des choses comme ça ne va plus. Là, voilà la sale bête. Alors, on peut imaginer donner un coup de maillet dessus. Parfois, ça redémarre. Là, je viens d'essayer, ça ne redémarre pas. Et puis alors, là, il y a une petite ouverture, un petit capuchon qu'on peut enlever, un petit pas de vis, et on peut l'entraîner manuellement pour essayer de la faire un peu redémarrer. Mais même ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, je vais de nouveau demander une intervention à ce niveau-là. Ça fait quand même une intervention pour la fusion, une intervention pour le courant électrique, une intervention pour la pompe de cale, hein, pour un bateau qui est resté en hivernage, bien gentiment, au sec, et pour lequel, en plus, tout ça fonctionnait bien il y a encore une semaine. La suite, ça se passe dehors. C'est un combat que je mène maintenant depuis 2-3 semaines, et il concerne les coussins extérieurs. Pas ceux-ci, mais les coussins avant. J'ai tenté de les laver de plein de façons possibles et imaginables. Et ces traces-là reviennent inexorablement. Je ne sais pas si c'est mieux de les voir à l'ombre ou au soleil. Elles reviennent inexorablement. J'ai lavé ça, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le nettoyage, avec des produits anti-graisse, anti-crasse, des produits anti-pourriture. J'ai nettoyé au Karcher, je les ai nettoyé avec du savon, je les ai nettoyé avec du Détol, j'ai tout essayé et ça ne part pas. Alors évidemment maintenant, comme il y avait des degrés différents d'encrassement des coussins, les coussins sont redevenus plus blancs que beige, mais ils sont auréolés de toutes ces inégalités. Il faudrait les revoir vraiment d'une façon uniforme, et ça je crois qu'il n'y a que le lavage en machine qui permettrait de le faire. C'est mon dernier recours, j'espère que ça va aller. Donc là, je trouve que la surface des coussins, c'est quand même pas excellent, surtout des coussins de bain de soleil. Bon, c'est vrai que je les rentre souvent, mais si j'oublie de les rentrer une fois, je le paye très cher après. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Alors, c'est un peu toujours la même chose dans ces histoires. C'est que les gens qui ont l'habitude des bateaux vont se dire, bah oui, bah voilà, ça fait partie, entre guillemets, des plaisirs du bateau. Personnellement, je ne trouve pas que ça fait partie des plaisirs du bateau. Je trouve que ça fait partie des ennuis du bateau. Mais on se dit certainement ça pour faire un peu genre, c'est gai de bricoler sur son bateau, ça maintient occupé, on pense à rien. Ben, moi, j'aime pas bricoler, j'ai envie de penser à quelque chose, et donc ça ne me convient pas. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie sur les bateaux, ce genre de choses. Il faut s'en accommoder. Alors pour quelqu'un qui n'aime pas les bateaux, quelqu'un qui hésiterait à franchir le pas, il faut quand même savoir que quand on le franchit, ça se produit, ces trucs-là. Et ça se produit tous les ans. Or ici, on est quand même sur un bateau qui est extrêmement fonctionnel, qui est simple, qui est très fiable, qui n'a pas beaucoup d'électronique embarquée, qui n'a pas beaucoup de problématiques. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de limiter tout l'électronique et tout l'électrique possible. Vous voulez un toit ouvrant, prenez un manuel. Vous voulez un système de navigation, prenez un système assez simple, je vous conseille le Garmin. Vous voulez de la manœuvrabilité, prenez 2 moteurs et un propulseur d'étrave, mais pas de joystick. À quoi qu'on vous en dise. Prenez un moteur hors-bord, ne prenez pas des moteurs in-bord avec des Z-drive, des machins, des trucs et des bazars hyper sophistiqués, avec des entretiens, des interventions techniques. Et l'écart entre ce qu'on vous dit dans les concessions et ce qu'on vous dit, ce que vous en disent les propriétaires, va vous permettre de comprendre tout de suite. Voilà, je suis très content du bateau. Hein. J'ai pas encore trouvé mieux pour ce prix-là. Il est tellement extraordinaire.
qu'un autre aspect joue fort dans la balance, et qu'avec l'augmentation des prix après le Covid, je pourrais actuellement le vendre d'occasion, probablement même plus cher que ce que je l'ai acheté. Et ça, pour un bateau qu'on aime, dans lequel on est bien et qui permet à toute une famille d'être là une semaine, un week-end et de naviguer en toute saison puisqu'il est fermé avec sa timonerie, ça c'est top. Allez, bonne suite de la saison pour tout le monde, à bientôt sur la mer.